cette première journée, ma foi, intense, d'Industria 19e édition. Une journée où, évidemment, autour des deux démonstrateurs, de chaque côté, un démonstrateur sur l'industrie du futur, sur la Smart City, un autre démonstrateur sur les métiers de l'industrie qui se réinventent, eh bien la technologie, elle est partout. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de notre focus maintenant. Comment, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on réussit à rester finalement dans cette vague mondiale d'innovation, de transformation numérique des industries? Quels impacts? C'est le sujet eh bien, de notre émission de cet après-midi. Bonjour messieurs, alors on a très peur, la parité est en péril, mais non, grâce eh bien, justement au numérique, Corinne est avec nous, et donc pour les présentations, eh bien, nous allons commencer avec Corinne. Bonjour Corinne, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends très bien, j'espère que vous m'entendez aussi. Ah ben non, on nous entend fort et clair. Alors déjà, présentation, où êtes-vous à l'heure où vous nous parlez, Corinne? À l'heure où je suis, je fais du télétravail de chez moi. Je ne suis pas au bureau, justement, on prend encore quelques émissions. Et c'est grâce au numérique que je suis avec vous, parce qu'on a travaillé pendant 2 ans en numérique, parce que moi, mon marché, il n'est pas du tout en Europe, il est en Asie. Je travaille dans les matières premières pour l'électronique, je fais des matières premières conductrices et semi-conductrices pour faire du packaging. Et mon marché, dans la société, ça s'appelle Genesi. On travaille qu'avec l'Asie quasiment et les États-Unis. Alors, en tout cas, merci d'être avec nous, merci de témoigner par rapport à cet impact du numérique. Alors à la tribune, effectivement, un petit peu plus masculine, merci de nous avoir aidé à sauver la parité, et bien 2 acteurs de l'industrie que les 2 acteurs du territoire connaissent bien. Bonjour Raoul Parianti, soyez le bienvenu à la tribune. Parlez-nous donc de REVA, dont vous êtes le président. Alors, bonjour, merci de m'avoir invité. REVA est un nouveau concept de véhicule dit autonome, mais je dirais d'un autre type. Jusqu'à présent, Google s'affirmait sur ce marché avec un véhicule qui devait être autonome dans les années 2012, puis 2013, puis 2015. Et puis en 2018, le Big Boss, M. Joseph Tracik, a annoncé que le véhicule niveau 5 ne sortira jamais et que le niveau 5 est quelque part un mythe. Alors c'est là qu'on s'est un petit peu intéressé à ce que je faisais parce que mon brevet date de 2007, le premier brevet. Et donc il est clair qu'il est impensable qu'un petit histoire, un fil sympathique et créatif puisse concurrencer un groupe comme Google avec leur milliers d'ingénieurs. Et la force est de constater que depuis que Google a dit je ne sais pas faire, que ça ne sortira jamais, et par une chance, une coïncidence particulière, en août dernier, un certain Elon Musk qui disait moi je vais y arriver, a annoncé que comme c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué que vous pouvez l'imaginer, le véhicule autonome 100%, à cause du fait qu'il y a trop de choses différentes. Par contre, si on mettait une ligne bleue, si on faisait une ligne, ça serait un jeu d'enfant. Donc il a réinventé REVA. REVA 2 c'est quoi? C'est un système qui est 100% autonome lorsqu'il est octoguidé. Ça veut dire qu'il y a une ligne bleue. Pourquoi bleu? Parce que je trouve ça joli. Et parce que c'est cohérent, je dirais, avec l'harmonie d'une musique. Le système va suivre la ligne bleue, de caméra, un dispositif d'asservissement de la direction, ça c'est enfantin. Et sur cette ligne bleue, une simple ligne peinte, on introduit des puces RFID par carottage. Ça veut dire que le système, chaque fois qu'il passe sur une puce RFID, qui a une identité unique, va savoir exactement où il se trouve, parce que l'ordinateur de bord sait qu'à chaque puce XYZ correspond à des coordonnées précises. Donc le système, c'est un système qui fait du door-to-door, de porte-à-porte, qui va chercher Monsieur Poul, qui va l'accompagner au théâtre, le déposer devant, puis il va chercher lui, puis il va chercher Jamie, et ainsi de suite. Il va servir 40 fois par jour, si bien qu'avec ce système, on offre un dispositif comparable, comme si chacun d'entre nous avait un véhicule avec chauffeur 24/24. Mais pas que. Le système qui, de manière générale, sur un plan statistique, va fonctionner à 90% en mode 100% électrique et en mode autonome, il peut aussi se transformer en véhicule à conduite manuelle, avec un moteur thermique compatible éthanol, parce qu'on a toujours le sens, évidemment, du respect de l'environnement qui nous anime. Et là, vous pouvez le prendre par rapport à votre abonnement, pour un jour, 2 jours, 10 jours, avec un vrai véhicule, 4-5 places, avec des valises, vous pouvez monter au ski avec. Comme cette électrique, c'est
très virtueux dans une ville. Lorsqu'on va à la montagne, ça pose pas mal de problèmes pour le moment. Et donc, en attendant l'hydrogène, à mon avis, c'est la fin de la fin. C'est pas demain, mais c'est après-demain. C'est après-demain. Moi, je le vois très bien dans les 5-6 ans. Toyota a déjà sorti un l'hydrogène qui a 10 km d'autonomie, qui se recharge en 5 minutes. Donc, on est dans des choses plausibles qui coûtent quand même 70 000 euros. C'est pas donné, mais on est dans du plausible. Donc, aujourd'hui, on a une solution qui a de nombreuses vertus. Un, elle est très simple, elle est réaliste. Deux, elle coûte peu cher à la mise en œuvre, il y a simplement bien connu. Et enfin, ce qui est très important, c'est qu'elle est respectueuse de l'environnement et elle donne un mieux vivre pour chacun d'entre nous. Voilà. Ajoutons à tout ça pour conclure, c'est que le système est rentable économiquement, parce qu'avec est simple, il est peu cher, et chaque véhicule sert pour 30 à 40 personnes par jour. Donc évidemment, on va lisser le coût d'usage par autant, et on a un vrai système qui répond à un besoin. Alors il faut savoir que la ville de Cagnes-sur-Mer s'est portée volontaire pour recevoir le premier test pilote, et le président de la métropole Côte d'Azur s'est porté volontaire pour recevoir le premier équipement en vraie grandeur. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire un tour de table pour lever les fonds, parce que c'est une somme assez importante. On part pratiquement d'une page blanche, mais tout se s'allonge. Il y a l'un de nos partenaires, avec de concept, qui va faire les 6 premiers véhicules pour le test de Cagnes-sur-Mer de A à Z. Eh bien, écoutez, non mais merci d'abord. J'étais parti pour un premier tour de table un peu rapide, mais on sent la passion, le projet est fantastique. Alors moi, je lance un appel évidemment aux communautés du village francophone. 19 pays sont connectés avec de bons investisseurs. Je pense aussi à Lamia, la coordinatrice du collectif Smart Mobilité qui amène chaque année sa délégation au CES Las Vegas, etc. Eh bien, Lamia, je pense que là, il y a un super projet à encadrer. Reste en contact. Merci Raoul pour cette introduction. Vous intervenez quand vous voulez. Alors, à vos côtés aussi, un maître industriel emblématique du territoire, représenté par Didier Champeau, bonjour. Oui, bonjour. Alors, sur votre carte, il y a écrit responsable clientèle prescripteur industrie de chez Schneider Electric. Alors, Schneider Electric, doit-on le présenter quand on joue à domicile, comme ici au Salon Industria, en quelques mots, et vous-même par rapport à ces défis du digital? Alors effectivement, Schneider Electric, c'est un grand groupe industriel. Maintenant, nous avons plusieurs usines. En France, nous avons une trentaine d'usines, dont une pas très loin d'ici, à Carrosse. Et malgré le fait qu'on soit un grand groupe industriel, on a les mêmes soucis, les mêmes contraintes que tous les industriels, c'est-à-dire avoir un outil de production qui soit rentable, efficace, agile. Et pour ça, on possède le numérique. Donc ça fait une dizaine d'années qu'on a un programme de transformation numérique qu'on utilise dans nos usines. Donc je vous parlerai au cours de cette conférence et qui nous permet de rester compétitifs par rapport effectivement aux industriels qui sont de l'autre côté des territoires. Voilà. Merci d'être avec nous. Votre retour d'expérience dans quelques instants. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, rapprochez le micro, ce sera plus simple. Voilà. Julien Holzer, donc, alors il y a écrit CTO. CTO de quelle organisation? Expert, une start-up qu'on vient de lancer, qui est en fait l'illustration de ce que je fais au sein de Telecom Valley depuis 6 ans, c'est faire le lien entre la recherche, les solutions du numérique et les industriels. Donc avec Telecom Valley, on a lancé une plateforme justement pour se rapprocher par rapport aux adhérents que l'on avait, par rapport aux adhérents d'Amica, parce qu'on voyait bien qu'il manquait justement ce lien pour que, vous parliez tout à l'heure de RFID, vous parliez tout à l'heure effectivement de certains de capteurs et de puces embarquées, que ces solutions du numérique puissent être expérimentées. Donc avec ce FAB, le Fab Lab de Police, on met à disposition des industriels qui viennent nous voir la mise en relation avec les startups et la réponse des adhérents de Télécom. Eh bien, merci d'être avec nous. Votre regard sur cette digitalisation de l'industrie nous sera précieuse. Alors, à notre invité, Loïc, bonjour. Loïc, donc volumique, c'est évidemment quelque chose d'incroyable. L'aventure volumique en 45 secondes. Alors, très court. Alors, Volumique, nous sommes concepteurs et fabricants d'imprimantes 3D à Nice. On travaille sur Il n'y des en a pas beaucoup en Europe, des fabricants de constructeurs. On commence à en avoir en Europe, en France en tout cas, on est une toute petite minorité d'acteurs, mais on va dire on s'entraide au quotidien. On fait des imprimantes 3D qui sont d'une part éco-construites, mais c'est aussi notre volonté, c'est de montrer aux industriels que eux-mêmes, dans leur usage, ça va dépasser l'entendement de ce qu'on a avec du prototypage, qui était un peu l'essence même de l'impression 3D il y a quelques
presque décennie d'ailleurs. Maintenant, on va aller sur des matériaux, d'ailleurs j'en ai amené quelques-uns, peut-être on en reparlera. Ouais. C'est issu du blé. Ça c'est ça, Voilà. Vous imprimez, je veux dire, l'inimprimable, c'est-à-dire que ce que l'on jetait, là on est vraiment dans des nouveaux paradigmes. Hein. L'économie circulaire, la valorisation de ce dont personne ne veut, vous le prenez, vous en faites ça, c'est ça l'idée. C'est ce que personne ne veut, c'est-à-dire que l'exemple de coquilles d'huile, de barres de café, de blé, de bois, sciure de bois, tout ça vous pourrez le découvrir entre autres là, sur le stand de l'Industria aujourd'hui. C'est sur le démonstrateur Smart Industry, hein. C'est au fond là-bas, il y a le démonstrateur. Après nous, il faut garder en mémoire, c'est vrai qu'on est concepteur et fabricant d'imprimantes, mais on va avoir un rôle à jouer de prescripteur au sein propre de notre portefeuille client, de dire mais voilà ce que vous pouvez faire qui change de l'ordinaire, dont vous n'avez pas encore l'habitude, et nous on est là pour vous amener d'une part la solution de fabrication additive locale, de production internalisée grâce à l'équipement matériel, mais aussi par les matériaux, c'est très important, parce que quand vous allez utiliser tel ou tel autre type de matériaux, à quoi ça va servir? Et bien entendu, c'est d'avoir un matériau qui répond à des contraintes mécaniques d'un côté, à une contrainte écologique de l'autre côté, et arriver à entrechoquer ces deux aspects-là. Et donc ça, c'est notre cas de défi aujourd'hui. Eh ben merci, et on voit tout de suite derrière tout ça, c'est un des sujets, on verra un petit peu où nous mène ce débat, et c'est clairement un des sujets, c'est les nouveaux modèles industriels. Alors on parle de fabrication, le marc de café, ces déchets, c'est dans l'immeuble, c'est dans le quartier qu'on les récupère, et les objets qui en découlent, c'est dans le quartier qu'on les produit. Donc son stylo sa coupe sur le sèche, c'est même plus made in Nice, c'est made in Magnan, c'est made in, etc. C'est quand même incroyable, c'est des nouveaux modèles de production qui arrivent. Alors, Même les entreprises, si je peux me permettre. alors Corinne, voilà. Là-dessus. Allons-y, Pour Corinne. rebondir, ben voilà, parce que dans la chimie, je suis aussi vice-présidente de nos machines, je peux bien dire, et dans la chimie, on a un problème qui est assez récurrent, c'est qu'on a des produits qui sont tannés à transporter parce que c'est difficile, c'est dangereux, et puis souvent ils sont périssables. Et puis quand on veut les faire fabriquer à l'autre bout du monde, en particulier en Asie, même si j'aime bien les Chinois, parfois j'ai un peu de réticence à la filer mes recettes. Vous voyez. En revanche, quand vous numérisez votre production, et nous c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que je fais fabriquer chez le client, parce que mes clients, comme je fais du packaging au niveau électronique, mes gros clients c'est PSLC, c'est Foxconn, c'est des gens comme ça. Donc ils sont assez exigeants au point de vue réactivité, au point de vue fraîcheur du produit. Donc je peux fabriquer près de chez eux. J'ai des réacteurs, un ou plusieurs, peu importe, qui sont pilotés d'ici, d'Aix-en-Provence. Moi j'habite d'Aix-en-Provence, donc on sait. Ils sont pilotés, les recettes sont téléchargées. Eux ils reçoivent des sous-produits qui ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Par contre, ils les mettent avec la quantité qui va bien dans le réacteur, ils mélangent, ils ne savent pas ce qu'ils font, et à la fin, ils ont leur produit à injecter dans leur chaîne de production qui est tout fait, qui vient d'être fabriqué. Alors, on met en plus, parce que nous, on est une toute petite entreprise vis-à-vis de ces géants, c'est compliqué d'arriver à être fournisseur, donc on met en plus les recettes de ces caisses de façon à ce que ça les sécurise, ils se disent comme ça, s'ils font panique, on ne sait jamais, en plus les Français qui habitent pas loin de Marseille, c'est pas plus dangereux. On a tout sous la main, si jamais il arrive quelque chose, on pourra continuer à travailler. Donc du coup, comme ça, on arrive à aborder, grâce à la numérisation, des clients qu'on n'aurait même pas imaginé à De nouveaux modèles industriels rendus possibles. Merci pour ce témoignage. Alors je termine le tour de table, mais de toute façon on est déjà dans le sujet et ça va très bien comme ça. Alors moi j'ai croisé Georges, je n'ose pas dire depuis combien d'années, mais s'il y a bien une caractéristique de Georges, c'est que c'est un serial disrupteur, en bon français. C'est-à-dire qu'il voulait donner un secteur d'activité, je l'ai vu dans le tourisme, dans le commerce, là il grenouille dans la fermentation à partir de plastique pour transformer ça en pétrole, il est dans les éoliennes. J'ai dit Georges, viens là, tu vas nous donner un peu ton regard. Bonjour Georges Fritsch. Voilà, alors quelques mots en ce moment sur l'industrie, un petit regard vite fait en 45 secondes là aussi. Rapidement, aujourd'hui le grand enjeu au niveau de l'industrie c'est la data en fait, avec la capacité à pouvoir la rendre intelligente et pouvoir en faire un outil pour pouvoir améliorer son outil de production. Voilà, le gros enjeu aujourd'hui. Ouais. Ben parfait. Là, la caméra me fait signe qu'en fait on ne tape pas dans le champ, il va falloir vous rapprocher avec Julien, ça permet de faire une transition tout à fait logique puisque Georges parlait de data et donc je vous présente mon grand complice
connaissent Julien Bonnel, qui est le coordinateur du village francophone Côte d'Azur Monaco, qui vient tout juste d'organiser Blockchain Stampede. Alors comment j'arrive jamais à dire Stampede, c'est la ruée, c'est ça, la ruée de la blockchain, et avec un collectif mondial et qui nous rejoint. Alors pour nous parler, il a un regard sur beaucoup de secteurs, mais notamment celui de la blockchain et la blockchain dans l'industrie. Bonjour Julien Bonnel. Et donc effectivement, on sort d'un événement sur la blockchain, ça fait partie des technologies qui vont impacter fortement l'industrie. Ce qui est important, c'est que l'industrie fait partie aujourd'hui des secteurs qui est le plus en pointe en termes d'innovation. Un industriel qui n'innove pas est un industriel qui va disparaître. Et donc ça reste un des secteurs aujourd'hui qui fait partie des premiers secteurs à adopter les nouvelles technologies. Alors, data, blockchain, innovation, alors évidemment printing. Alors, écoutez, on ferme les yeux, on n'est plus en 2021, on est maintenant en 2005, encore rien au bout du temps, en 2026. Dans 5 ans, la panoplie industrielle, c'était des grosses chaînes de production, c'était des capitaux mobilisés sur assez long terme, des marges qui, selon les secteurs, n'étaient pas toujours faciles à stabiliser. On se projette, on a réussi sa transformation digitale. Quelle est, mesdames et messieurs, Corinne étant à distance, j'ai toujours du mal à dire mesdames et messieurs quand il n'y a que des garçons sur le plateau, mais on est bien en digital, donc tout va bien. Quelle est, mesdames et messieurs, la panoplie de l'industriel qui aura réussi sa transformation digitale? Quelles sont les technologies qui aujourd'hui arrivent, sont là, qu'on regarde un peu en mode, non pas gadget, mais c'est pour longtemps, et non, il faut les adapter, il faut les adopter. Je vous écoute, ici comme. Allez. Pas gadget, alors si vous permettez. Corinne, c'est parti. Didier dans la parce foulée. que nous, on est tout petits, et donc si on n'a pas ces outils-là, même pas on survit. Parce que quand vous travaillez avec l'Asie, je veux faire un virement, j'ai perdu une semaine pour faire un virement bancaire avec l'Asie. Donc moi, j'attends la blockchain avec une impatience. Mais alors, vous pouvez même pas imaginer, parce que faire un virement séparé avec l'Asie, c'est pas possible. Et quand vous voulez faire un virement bancaire, vous êtes obligé d'appeler votre banquier, ce qui a le moins de problème, parce que sinon, c'est pas possible. La big data, moi je travaille dans la chimie, vous voulez simuler des formulations, big data, sans ça, vous faites comment? Et mettre mes petits réacteurs un petit peu partout, pareil, sans du numérique, je ne sais pas. Et moi, je fais du manufacturing additif. C'est-à-dire que quand je vais aller travailler avec les SMC, je vais faire ce qu'on appelle du shielding pour les perturbations électromagnétiques, mettre ça sur son packaging, sur ses processeurs, je vais le faire avec des imprimantes. Donc vous voyez, moi, aujourd'hui, tous ceux qui parlent autour de cette table-là, ils parlent de moi, donc je suis contente. Ah ben non, mais nous on est ravis d'avoir ce témoignage, cet enthousiasme, parce que ces technologies, pendant longtemps, Didier, on les regardait un peu comme les gadgets. Voilà, aujourd'hui c'est du sérieux. Un acteur mondialisé comme Schneider Electric, tous ces mots-clés, est-ce qu'il y en a? Allez, on va les ranger, c'est comme dans certains logiciels, on met à droite, on met à gauche. Qu'est-ce qu'on met à droite, qu'est-ce qu'on met à gauche? Alors, effectivement, on a entendu parler il y a quelque temps de l'industrie du futur. Déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'industrie réelle. C'est-à-dire que les objets parlent, les moteurs parlent, les transformateurs électriques parlent. Ils parlent à travers des capteurs qui sont connectés aujourd'hui. Donc ces capteurs sont de plus en plus petits, ils ne coûtent pas grand-chose. Donc on les met nativement dans les produits et ils vont pouvoir produire de la data. Et cette data, elle devient intéressante quand on va la transformer en information utile. Je prends le cas d'un capteur de température, d'énergie. Elle ne va avoir de la valeur que si on transforme cette data en information utile pour le directeur de site pour rentrer dans une boucle vertueuse d'amélioration et de faire des économies d'énergie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit concrètement dans nos usines. On va, à partir des informations utiles qui sont déjà dans les automates, dans les robots, dans les moteurs, on va les faire communiquer avec des systèmes qui sont aujourd'hui à la portée de tout le monde parce que ça arrive sur nos téléphones portables, on manipule tous des téléphones portables, donc on a des applis, on a des apps sur le téléphone qui vont nous permettre de savoir qu'on a des alarmes qui sont montées par les moteurs ou des informations de température, des informations d'énergie, et quand vous mélangez, vous faites quelque part gérer ces différents capteurs ensemble, les corréler, ben vous allez avoir de l'information qui va vous faire des économies d'énergie, de la maintenance prédictive. Et tout ça, c'est une réalité. Vous prenez votre téléphone portable, on a tous à un moment donné entendu parler de certaines applications de réalité augmentée, et
ben aujourd'hui, c'est comme ça qu'on pilote dans nos usines des opérations de maintenance. On a le téléphone portable, on scanne un QR code et on va avoir des informations utiles sur l'armoire électrique sans avoir besoin de l'ouvrir. Ça, c'est une réalité. C'est des outils qu'on a mis en place dans nos usines et qui ont la vertu de rentrer dans des boucles vertueuses d'optimisation, mais également de rendre attractif l'industrie pour des jeunes qui arrivent. Parce qu'il faut imaginer que les jeunes, ils ont une image de l'industrie qui est, avec ces outils-là, une image qui est attractive et qui leur dit, ben voilà, aujourd'hui j'ai envie d'y aller, parce que j'ai envie de participer à ce mouvement, à cette évolution vers la gestion de données pour accroître les systèmes productifs. Et la deuxième vertu, c'est qu'aussi on participe à quelque part au développement durable. Parce que quand vous faites des économies d'énergie, que ce soit sur l'aspect électrique ou sur l'utilisation de matières premières, eh bien vous améliorez la planète de façon générale. Et c'est aussi quelque chose qui est quelque part pour des jeunes intéressant. Donc il faut imaginer également dans 5-6 ans que grâce à ça, on va rendre les usines beaucoup plus vertueuses sur un point de vue développement durable et économique. Merci. Connecter les objets, les rendre plus intelligents, les rendre communicants. Julien, vous souhaitez réagir? Il y a un point commun entre tous ces besoins, c'est le temps. La grande problématique, c'est dans combien de temps je peux faire un paiement bancaire, dans combien de temps je peux avoir suffisamment de données pour être en capacité de faire de la maintenance prédictive. Et ce que l'on voit est la grande rupture, ce qui fait que pendant des années, c'était compliqué de se parler entre IT et l'outil. C'était cette échelle de temps qui était différente. Désormais, que ce soit pour des raisons économiques, de marché, que ce soit aussi pour des raisons de jeunes qui veulent tout de suite, ils veulent un résultat. Moi, je suis dans le secteur de la recherche, je ne peux pas engager des jeunes actuellement pour des solutions qui vont venir dans 10 ans. Or, c'était pendant longtemps, pendant des années, le rythme de l'industrie. La grande transformation du numérique et le grand chamboulement, c'est que maintenant, pour répondre à ta question, le meilleur outil dans 5 ans, ce sera le chronomètre. C'est j'ai un concurrent qui va sortir une solution, où sont mes datas, comment je les récupère, comment je peux tout de suite avoir une solution, prototyper rapidement et convaincre mes actionnaires, convaincre mes clients de rester chez moi parce que ma solution dans, c'est quoi l'échelle chez les entreprises? 1 an, 6 mois, 1 semaine, je suis capable d'être sur le marché. Alors, un mot qui doit peut-être résonner chez Julien et Georges, c'est le mot client. Est-ce que cette inversion, parce que si je comprends bien, je vais proposer au client le produit dont il a besoin ou dont il a émis, c'est des nouveaux modèles industriels, c'est la production à la demande. Si je tire un peu sur la ficelle, c'est aussi un des axes forts, une des promesses réussies de la digitalisation. Mais on a un problème en France, c'est qu'on n'accepte pas souvent l'échec. Aujourd'hui, l'innovation passe par l'échec. C'est d'échec en échec que vous arrivez à innover. Et ça, en France, on a du mal encore, ça commence un peu à changer au niveau des esprits. Vous avez aujourd'hui, pour pouvoir innover, de l'échec. Et l'échec va vous arriver à la réussite. C'est ce que Julien fait sur le test and learn. C'est un concept que vous aimez bien, Julien Bonnel, vous parlez. C'est ça, c'est le côté test and learn, donc le côté micro-fabrication, prototypage, groupe. Parce que là, on n'est plus dans les process de fab, on est vraiment dans de la relation client, dans du collectif, dans de l'intelligence collective. C'est aussi un des mots-clés. Travailler en équipe et en intelligence collective. C'est important d'aller rapidement sur le terrain, d'expérimenter et d'adapter en fonction des retours terrain. Effectivement, on n'est plus sur des cycles comme il y a quelques années où on passait 10-15 ans en R&D avant de sortir des produits. Aujourd'hui, il faut sortir des produits en fil de l'eau en temps réel. Si je prends l'exemple qu'on a eu avec Laurent Merlin qui, lors du Covid, nous a demandé de faire un drive. C'est un bel exemple. Hein. Voilà, c'est un bel exemple. C'est bonjour, il faut un drive. D'accord, ok, ben on s'y met, mais on a travaillé en fait comme pour, on va dire, le web, on va dire en expérience client avec un tunnel de conversion. C'est-à-dire qu'il y avait une entrée qui était le client qui arrivait avec un bon de commande, avec un numéro de commande. Il fallait qu'il aille à un quai, le quai ça appartient à la logistique. La logistique allait livrer au quai de demander. Et on est passé donc de 1h30 d'attente avec des arrêts de travail demandés par le personnel parce qu'il y avait une tension qui était extraordinaire là-dessus, à 17 minutes. Mais ça a été fabriqué uniquement avec les équipes de Laurent Merlin. Mais tout
l'équipe de Laurent Merlin et non pas que les boss. Quoi. Donc la co-construction, la réaction, Ouais, et l'évolution permanente. C'est là que j'imagine Loïc devant la parole, on se demande bien pourquoi. C'est tout ce que vous venez de dire, là, vous quatre, moi ça me parle énormément parce que sur du concret, sur de la fabrication additive, ce qu'on a aujourd'hui c'est les exemples de clients, et c'est vrai qu'au final je rebondis énormément sur cette histoire de où est-ce qu'on se projette dans 5 ans. Déjà aujourd'hui, chez les industriels, il y a vraiment un marqueur d'intégration de la fabrication additive au sein du développement, du bureau d'études, au sein des ateliers de maintenance. Ouais, ça remonte petit à petit d'ailleurs. De production. On attend la chaîne de fab à grande vitesse. Peut-être dans 5 ans, qui sait, ce qu'on voit, et c'est vrai qu'on répond souvent, et c'est ce qu'on dit, alors que ce soit du logiciel ou autre chose, ou du physique, c'est que mine de rien, production unitaire, petite série, je fais des choses uniquement, des idées que j'aimerais avoir dans les mains du concret. Voilà, comme ici. Je fais une pièce pour un véhicule, je veux l'avoir dans les mains et surtout déjà la positionner dans le véhicule. C'est ce qu'aujourd'hui fait nombre des acteurs français et internationaux quand ils développent un nouveau produit. Une nouvelle voiture par exemple, je développe un produit, je vais tester de suite. J'ai plus besoin d'attendre à envoyer la pièce. Donc c'est mine de rien, qu'est-ce que ça permet? D'internaliser la production, de gérer ses stocks, ses coûts, de former et donc de créer aussi des emplois parce qu'on va demander aujourd'hui des dessinateurs industriels orientés de fabrication additive. On va avoir besoin d'opérateurs sur imprimante 3D, elles ne vont pas fonctionner toutes seules, ces imprimantes. Et puis c'est des outils de travail, donc il y a aussi de la maintenance, des choses à leur donner. Et en même temps, c'est aussi d'aller un peu plus loin dans la démarche en disant mais attendez, vous arrivez à faire ça en interne au bureau d'études, ok, on va aller plus loin, donc au service de production, au service de maintenance. Donc au final, l'impression 3D peut être omniprésente, mais même pour quelqu'un qui n'est pas industriel, admettons de la communication du marketing, je m'égare peut-être un petit peu, mais on peut faire plein d'outils qui vont permettre, même de rien, d'être éco-responsable, revaloriser, biosourcing, et puis très réactif. Enfin, moi je pense à tous ceux qui ont investi dans des goodies, je ne veux pas parler d'un triste souvenir à la Coupe d'Europe quand on pensait qu'on allait déjà imprimer des centaines de milliers de goodies à l'effigie des l'équipe de France. Alors il aurait peut-être fallu se changer de frontière, de la réactivité totale. Alors on a parlé d'impression addictive, on a parlé de data, de blockchain. Corinne, vous vouliez réagir déjà, et puis est-ce qu'il y a d'autres éléments impactants? Parce que dans l'électronique, dans le packaging électronique, on est déjà beaucoup dans l'additif. Déjà parce que, au point de vue écologique, c'est pas mal, parce que le meilleur produit recyclé, c'est celui qu'on n'a pas fonctionné pour moi. Donc quand on fait du soustractif, on élimine beaucoup de produits, alors que quand on fait de l'additif, on consomme juste ce qu'il faut. Et donc c'est pas mal. Et on fait du 2D, 3D en quelque sorte. On ne fait pas comme vous du 3D en volume, mais on fait du multicouche. Et alors là, quand vous faites du multicouche, je peux vous dire qu'il faut être hyper réactif, parce que la moindre couche qui change, la couche que vous allez mettre par-dessus, elle va être plus adaptée. Et donc il faut que vous adaptiez votre produit, parce que la couche en dessous, elle est nécessaire, et on ne pourra pas la changer. Donc nous, on est en permanence en train d'adapter nos couches, et c'est pour ça que je vous dis que les recettes, quand on les télécharge les sièges à Rousset, elles peuvent changer tous les jours. Et c'est ça qui est extrêmement convaincant. Alors, l'heure tourne, on est presque à la conclusion, on va refaire évidemment un tour de table. Il y a plein de thématiques, plein de domaines. Cette boîte à outils de la digitalisation, une journée entière ne suffirait pas au listing. Mais voilà, nos invités présents, les acteurs qui nous regardent, on cherche de l'opérationnel. Alors, on ne va pas être exhaustif, mais voilà, si vous avez dans votre catalogue de bonnes pratiques, de bonnes idées, vous fermez les yeux, vous êtes tous devenus des consultants, on va tous embaucher consultants pour des PMI, pour des acteurs qui ont un prototype, qui veulent le développer. Allez, voilà ma boîte à outils, je vous conseille ça. Si vous aviez un outil, un conseil, une solution, une bonne pratique à donner, quelle serait, je vois Raoul qui me fait signe. Alors Raoul, c'est à vous. Vous êtes devenu consultant, conseiller des PMI, des créateurs, des inventeurs. Vous leur dites quoi par rapport à cette révolution en cours? Une bonne question. Aujourd'hui, il y a, je dirais, un remue-ménage extraordinaire. Je pense que l'invention ne vaut que si elle apporte un plus en liberté et en bonheur. Malheureusement, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui nous polluent. Alors, je vais être un petit peu contre-courant. Et je pense qu'il faut faire la sélection en ce qui apporte du vrai, du juste, du beau, du mieux vivre pour l'homme et la planète. Une invention, pour moi, c'est quelque chose qui apporte du plus par rapport
au bonheur de l'individu, à son gain de liberté et bien entendu pour notre planète qui, comme chacun sait, est en souffrance. Merci de le rappeler parce que on voit bien que ce sont les mêmes technologies, parlons d'intelligence artificielle, qui permettent de détecter des maladies très rares très rapidement et de fliquer toute une population dans certains pays totalitaires. Donc on voit bien que la technologie n'est qu'un moyen. Et merci de nous rappeler que cette industrie for good, il y aura toujours des consultants pour mettre un nom derrière ce que vous dites, c'est avant tout des valeurs humaines. Et merci pour ce beau conseil en plein cœur d'une conférence sur la digitalisation. On donnera le mot de la fin dans quelques instants. Allez, on continue à donner des conseils, des solutions opérationnelles, des leviers pour réussir ce cocktail. Qui s'y colle? Allez, Xavier. Je rajouterai par rapport à tout ça, l'être humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de technologie, on parle d'objets connectés, on parle effectivement de tout ce qui tourne sur du concret, la technologie. Il ne faut pas oublier l'homme, puisque les progrès ne se font que s'il y a adoption de ces technologies par l'être humain. Et donc, dans les entreprises, si on veut effectivement mettre en place un programme de numérisation, il faut penser effectivement à l'associer à un programme humain de formation, d'appropriation de cette technologie et la participation des individus à ce programme-là. Et c'est aussi comme ça qu'on va l'enrichir, puisque les idées, elles arrivent aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une ère merveilleuse où, quelque part, la technologie, on l'avait entre les mains dans le domestique, dans la sphère privée, avant qu'elle arrive dans l'industrie. C'est le cas des smartphones, des tablettes, etc. Donc, bien associer l'être humain et la technologie. Écoutez, merci effectivement. Il y a eu un chapitre sur la techno, il y en a un sur l'humain. Je pense que ce sont les deux pieds de cette stratégie digitale. On continue le tour de table. Un troisième qui est l'environnement dès la conception, donc que ce soit l'éco-conception, la frugalité. Il y a un exemple, c'est comment effectivement, avant de me projeter dans la série, je peux faire un seul prototype, aller m'assurer qu'il fait le bien, aller m'assurer que l'utilisateur va l'accepter, que c'est positif. Et si j'en ai fait qu'un et que je l'ai fait en utilisant le moins de matière, j'ai tout gagné parce que j'ai eu un impact environnemental faible. C'est valable aussi pour les données. De plus en plus, on nous demande, et c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure de la recherche en IoT, c'était comment je peux avoir moins de données à stocker, comment je peux diminuer mon empreinte dans le cloud, comment je peux effectivement choisir mes données, parce que derrière l'environnement a aussi une part d'impact numérique. Merci pour ce rappel utile. Je crois que Loïc va dire embrayer et rebondir. Là, ce que je dirais déjà, c'est un message plutôt adressé aux jeunes, aux étudiants, soyez curieux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on est en train de faire, et d'ailleurs les différents acteurs qui sont autour de cette table, on est en train de créer, mais mine de rien, c'est des choses très anciennes, mais qui se modernisent, c'est tout. On crée des métiers d'aujourd'hui et de demain. Je vois dans la 3D, mine de rien, moi-même, voilà, je suis dessinateur industriel par défaut et orienté aujourd'hui fabrication additive. S'il y a un métier qui n'existait pas avant, être opérateur, gérer un planning de production, pouvoir faire des formations pour ces personnes-là, sachez-le, c'est technologique, c'est innovant, c'est intéressant, c'est écologique, parce qu'il y a aussi notre empreinte carbone qu'on aimerait bien diminuer, et on va y arriver, mais il faut qu'on soit tous ensemble, et c'est pas que valable dans l'impression 3D, c'est valable partout. Eh bien, merci. Je voudrais dire juste une petite chose. Allez, Corinne, pas qu'une petite, Voilà. Corinne. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut penser, lors de la conception du produit, avant même de l'invention, j'avais mis beaucoup de contraintes. Je voulais que les produits ne soient pas toxiques, ne soient pas cancérigènes, mutagènes, toxiques. Je voulais qu'on minimise l'empreinte carbone. Et tout ça, toutes ces contraintes que j'ai imposées à mes chercheurs, d'abord ça a fait beaucoup d'échecs, je leur ai expliqué que l'échec n'existait pas, et qu'on saurait que le jour où ils seraient morts, à quoi ils auraient échoué, parce que tant qu'ils étaient vivants, ils pouvaient recommencer. Donc déjà, je les avais un peu libérés de ce côté-là. Et puis, ça leur a permis en fait d'inventer des nouvelles choses et de permettre justement cette délocalisation. Parce qu'on a pensé dès le début qu'on allait délocaliser la production et qu'on allait la faire de façon sécurisée. Et puis, la science et tout ce dont on parle, ce ne sont que des concepts. Et à un moment donné, ce sont les hommes à l'intérieur qui vont mettre de la morale et de l'éthique. Il y a quelqu'un qui était au XVIe siècle, si je me souviens bien, qui s'appelait François Rabelais et qui disait « Science sans conscience n'est que le ruine de l'âme ». J'aimerais bien qu'on s'en souvienne parce qu'il est temps quand même qu'on mette ça en application.
on pourrait remplacer science par industrie. Ça aurait le même impact. Corinne, merci. Merci pour votre participation. Restez avec nous. On compte sur vous pour nous auditer si le temps vous le permet. Ça va durer une minute, demi-heure simplement. Et bien nos champions et pouvoir les lire en direct. On aura les noms en direct avec une notation. Et bien parmi les 10 candidats, les meilleurs du plateau. Georges, le conseil de conclusion. Si je reprends ta question de départ, c'est-à-dire que tu es un consultant par exemple dans une entreprise, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu poses, qu'est-ce que tu pas. La première, c'est la question que je pose personnellement, mais que je pose également que ce soit en entreprise ou que ce soit en famille, c'est tu te vois où dans 5 ans? C'est où est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans? Et après, c'est qu'est-ce que tu rêves de faire en tant qu'entreprise? Qu'est-ce que tu rêves de faire personnellement? Parce que sans objectif, en fait, vous allez nulle part. Vous vous éparpillez. Donc il faut ces objectifs-là. Et à partir de là, vous allez créer, vous allez mettre des outils pour pouvoir y arriver, des forces pour pouvoir y arriver. Et dans une entreprise, en tant que capitaine d'industrie ou en tant que capitaine de boîte, si vous ne mettez pas d'objectif, vos employés ne savent pas où vous allez. S'ils ne savent pas où vous allez, ils sont démotivés. Donc toujours en fait de dire, ben voilà, moi je voudrais arriver là, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on va dans le bateau, c'est comme un capitaine de navire, il a un point A, il va aller à un point B. C'est à rapprocher de ce que disait Hubert, ce côté longtemps asynchrone de l'industrie, où à 5 ans finalement on avait un tout petit peu avancé, parce que les cycles étaient longs, et cette technologie, est-ce que c'est pas ça, Julien Bonnel, son premier bénéfice, c'est de raccourcir finalement le champ du possible, les champs du rêve dont parle Georges Fritsch. Tout à fait. Le premier conseil, c'est innover de manière agile, innover de manière incrémentale. Il y a 3 citations que je cite souvent, c'est l'imagination est l'ami de l'avenir. Si vous ne risquez rien, vous risquez encore plus. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Eh ben, merci. On va terminer par un dernier petit mot. On est parfaitement dans les temps. Didier, Corinne et la conclusion des conclusions par Hubert et Raoul. C'est parti. Juste un mot de conclusion pour dire que l'industrie française n'est pas en reste. Quand on parle effectivement des objets connectés, quand on parle de collaboration entre entreprises, je pense que voilà, on n'a pas à rougir par rapport aux autres boîtes, donc il faut continuer et on rendra notre planète encore plus belle, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci. Didier Champeau, merci. Schneider Electric, merci pour votre retour d'expérience. Allez, le mot de la fin, Corinne. Oh ben, moi je suis tombée dans l'industrie quand j'étais petite et comme disait un célèbre chanteur, c'est beau une usine la nuit. Eh ben, c'est un beau mot de conclusion. Dans quelques instants, eh bien, votre regard sur les champions qui innovent, sont-ils assez digitaux, humains, numérisés, verts? On va le savoir dans quelques instants. Hubert, le mot de la fin. Un petit mot de conclusion en 14 secondes. Il faut voir grand, c'est important, prendre des risques et voir grand. La conclusion des conclusions, Raoul, on a peu de temps, mais en même temps, merci pour ce regard et toujours cette vision et cette part de rêve. Dans une journée où on parle d'industrie de digital, c'est souvent le mot qui est absent. Votre conclusion, Raoul? Je dirais, ce qui est important, c'est la recherche du bonheur et de l'équilibre de l'homme et de la nature autour de lui. Écoutez, c'est court et je pense que ça va laisser beaucoup d'entre nous méditer. Un grand merci. On vous garde, si vous le souhaitez, pour être juré dans cette session de pitch qui commence dans quelques instants. Merci à vous d'avoir été nombreux ici à suivre cet atelier. Merci à vous, les stats sont très bonnes d'audience depuis ce matin, mais de là sur cet atelier particulièrement. On se retrouve dans quelques secondes, le temps de faire un break technique, pour le démarrage à 16h précise d'une session de pitch. Ils seront 10, ils auront 90 secondes pour vous convaincre, et les jurés ici présents et à distance évalueront leur potentiel d'innovation, de performance. Ce sera en direct, on donnera les résultats à la fin sur la base des votes et de la solution de vote que tous nos jurés auront dans leurs mains. Merci et à tout de suite. Merci. Au revoir.